Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, sera question du sujet de l'heure dans l'actualité géopolitique, soit les manifestations majeures ayant lieu dans plusieurs grandes villes chinoises au cours des derniers jours. Dans un geste de défiance absolument inédit depuis l'imposition des premières mesures sanitaires il y a maintenant plus de 3 ans, des dizaines de milliers de Chinois sont sortis dans les rues pour manifester leur colère et leur frustration face à un régime sanitaire de plus en plus déconnecté, autoritaire et abusif. Dans la foule, on entend des slogans qui en temps normal jetteraient n'importe qui en prison. Certains appellent à la démission de Xi Jinping alors que d'autres exigent carrément la fin du régime communiste. Dans les médias occidentaux, l'unanimité est assourdissante. On parle des plus grandes manifestations depuis le mouvement pro-démocratie à Hong Kong, alors que d'autres évoquent littéralement un épisode sans précédent dans l'histoire récente, comparable uniquement avec les événements de 1989. Bien sûr, cet enthousiasme est pour le moins exagéré. La Chine est loin d'être au bord de l'effondrement. Ça étant dit, il est absolument vrai que les manifestations actuelles représentent quelque chose de beaucoup plus profond que la simple frustration sanitaire. Et c'est exactement ce que nous allons tenter d'exposer ensemble aujourd'hui. D'abord, que se passe-t-il exactement? Pourquoi les choses ont escaladé si rapidement? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour le Parti communiste et pour la Chine elle-même, autant au niveau politique, social qu'économique? Finalement, quelles options pour Xi Jinping et à quoi s'attendre pour les prochains mois? Avant de commencer, vous le devinerez, ce genre de vidéo est particulièrement controversé dans le contexte actuel, donc un merci tout spécial à notre partenaire de cette semaine, Conflict of Nations. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel totalement gratuit qui se joue en ligne. Pour y jouer, choisissez un pays et adoptez la meilleure stratégie géopolitique pour permettre son rayonnement à l'échelle mondiale. Combattez jusqu'à 128 joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Chars, avions, navires, sélectionnez les unités les plus appropriées pour construire intelligemment votre armée. Déclarez la guerre à vos voisins ou formez des alliances avec d'autres joueurs. Ce que j'aime bien dans Conflict of Nations, c'est que vous êtes libre de choisir votre propre stratégie. Engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde depuis votre ordinateur ou même votre téléphone portable. Et vous pouvez jouer avec le même compte sur ces deux supports. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir un cadeau exclusif de 13 000 pièces d'or et 1 mois d'abonnement premium gratuitement. Cette offre est disponible uniquement pendant 30 jours, donc faites vite et lancez-vous dans l'aventure. Pour bien comprendre les manifestations récentes à travers la Chine ainsi que leurs réelles implications, il faut d'abord comprendre le contexte. Depuis maintenant plusieurs semaines, sinon même quelques mois, on observe des signes évidents que la population chinoise est de plus en plus frustrée face aux mesures sanitaires imposées par le Parti communiste. Après plus de 3 ans de confinement intermittent, plusieurs ont tout simplement perdu confiance dans la capacité du gouvernement à sortir de l'impasse. De son côté, le gouvernement n'a que faire des revendications du public en matière de gestion pandémique. En fait, tous ceux qui osent contester la stratégie du gouvernement sont systématiquement réduits au silence par l'appareil de surveillance et de censure de l'État chinois. Tous les jours, les éditoriaux, les bulletins de nouvelles, les journaux, les commentaires d'analystes et même les réseaux sociaux sont scrutés à la loupe, à la recherche de la moindre trace de remise en doute. Les commentaires critiques sont retirés, leurs auteurs rencontrés et parfois arrêtés, et ce, peu importe leur statut ou leur influence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fameuse politique de COVID-0, dans laquelle la Chine prend des mesures draconiennes pour contrôler les éclosions dès leur apparition, eh bien, c'est une initiative qui relève directement et personnellement de Xi Jinping lui-même. Ainsi, remettre en doute cette politique, c'est l'équivalent de remettre en doute l'autorité du leader. Depuis le tout début, il existe une certaine omerta quant à la gestion réelle de la pandémie à l'intérieur de la Chine, que ce soit au niveau politique, médiatique ou civique, c'est le silence le plus total. Donc bien sûr, dans l'ombre du silence et de la répression se cache toujours le ressentiment et la frustration. Les gens sont en colère, ils crient au désespoir depuis le balcon et implorent dans la nuit qu'on vienne à leur secours. Comme le dit un proverbe iranien, il suffit d'une étincelle pour brûler 100 univers. Le soir du 24 novembre, un incendie fait rage dans un immeuble résidentiel confiné dans la ville d'Urumqi, au Xinjiang. Lorsque les pompiers tentent d'intervenir, ils sont bloqués par une barricade de confinement et incapables de rejoindre l'immeuble. Pire encore, des centaines de personnes sont littéralement prisonnières du brasier alors que toutes les issues ont été scellées, certaines même soudées par les autorités sanitaires. Durant des minutes qui semblent interminables, les gens supplient en hurlant des fenêtres « Ouvrez la porte !»
il est trop tard. Pour les témoins, la scène est un véritable choc. Plusieurs sont traumatisés par ce qu'ils ont vu, alors que d'autres songent à une question terrifiante. Et si c'était nous? Le lendemain, la nouvelle fait le tour de la ville et rapidement, le choc laisse place à la colère. Le gouvernement tente de cacher l'événement, affirme qu'il n'y a eu que 10 morts, mais dans la ville de Urumqi, tous savent que c'est un affreux mensonge. Ils connaissent les morts. Ce sont leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, et pour plusieurs, c'est la goutte qui fait déborder le vase. De manière spontanée, des milliers de personnes prennent la rue, faisant fi des ordres de confinement et de la répression policière. Soudainement, les gens n'ont plus peur. De toute manière, ils brûleront vivants, donc à quoi bon se tenir docile? Malgré la censure, l'histoire d'Urumqi fait le tour de la Chine et en seulement quelques heures, des manifestations éclatent un peu partout à travers les grandes villes dans ce qui devient rapidement un mouvement national de désobéissance civile. Urumqi, Shanghai, Beijing, Guangzhou, des dizaines de campus universitaires. Les gens détruisent les barricades, affrontent la police et rapidement, les choses dégénèrent alors que les demandes des manifestants ne cessent de s'élargir vers des revendications autrement tabous et impensables. À Beijing, on réclame le droit à la liberté d'expression ainsi qu'à la liberté de presse. À Shanghai, les manifestants franchissent une ligne rouge et prononcent des mots à la témérité sans égale. De simples manifestations anti-confinement, les choses se transforment en véritable soulèvement populaire contre les politiques du gouvernement chinois. Pour certains, c'est la plus sérieuse contestation du régime communiste depuis l'émergence du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, alors que pour d'autres, il faut carrément remonter à 1989 pour trouver un épisode comparable aux événements récents. Bien sûr, comme dans n'importe quel mouvement de protestation chez un adversaire géopolitique, il faut s'attendre à ce que les choses soient délibérément amplifiées et même exagérées dans le monde occidental de manière à alimenter un narratif pro-démocratie. C'est pas nouveau et en fait, il se passe exactement la même chose quand il y a des manifestations à Cuba, en Iran ou en Russie, par exemple. Les informations véhiculées de part et d'autre deviennent tellement saturées de censure, de propagande et de désinformation qu'il est extrêmement difficile, voire impossible pour un observateur extérieur de juger avec certitude de l'ampleur réelle des manifestations. Ça est important de le comprendre. Si la Chine a clairement intérêt à minimiser les événements, eh bien, l'Occident, lui, a clairement intérêt à les exagérer. Cela dit, même au-delà des manifestations, on observe plusieurs signes immanquables que la contestation actuelle n'est pas strictement qu'un phénomène de propagande et qu'en fait, une portion considérable de la population chinoise appuie bel et bien les manifestants. Sur les réseaux sociaux, la censure de l'État est tout simplement incapable de suivre la cadence, avec les centaines de milliers de publications normalement interdites. Selon un officier du Parti communiste, le système est saturé. Il faudrait au moins 10 fois plus de censeurs afin d'étouffer un tel mouvement. Évidemment, pour le Parti communiste et surtout pour Xi Jinping, lui-même architecte de la politique contestée par les manifestants, tout ça est absolument inacceptable. C'est une menace directe à son autorité, une défiance inédite depuis son arrivée au pouvoir il y a maintenant plus de 10 ans. Voilà l'heure pour laquelle Xi s'est préparé pendant toutes ces années, la raison précise pour laquelle il a développé l'appareil de surveillance de masse le plus efficace de la planète. Dans les jours qui suivent, le Parti communiste annonce une campagne des forces de l'ordre afin de sévir contre les manifestants qu'on qualifie maintenant de forces hostiles. Les autorités chinoises procèdent à des centaines d'arrestations, confisquent les téléphones des passants à la recherche d'applications interdites. Partout à travers le pays, incluant sur les réseaux sociaux, la moindre trace de contestation est immédiatement et sévèrement réprimée, donnant place à des scènes spectaculaires et carrément dystopiques où des gens sont arrêtés par plusieurs policiers pour avoir porté un carton vierge. La présence policière est massivement augmentée dans les grandes villes et rapidement, aussi vite qu'elles ont commencé. Les manifestations se dissipent, puis s'arrêtent. Aujourd'hui, la situation demeure tendue, mais le gouvernement semble avoir rétabli son autorité tout en maintenant son engagement envers la politique de COVID-0. Ainsi, on pourrait croire que c'est une victoire pour le Parti communiste. Or, il ne faudrait surtout pas négliger les implications de ce qui vient de se produire. Car d'abord, dans un pays où la moindre forme de dissidence est sévèrement punie par le pouvoir en place, le simple fait de sortir en public pour manifester et critiquer les politiques du gouvernement, eh bien, c'est en soi un acte révolutionnaire qui indique un certain désespoir. Lorsque les gens prennent la rue, ils savent très bien qu'ils seront probablement photographiés, fichés dans une banque de données et punis pour le reste de leur vie. Ils n'ont plus rien à perdre. Ce
Ce que ça indique, c'est que derrière l'épais brouillard de censure, au fond de la boîte noire qui est devenue la Chine de Xi Jinping, il existe bel et bien une résistance civile crédible et capable de s'organiser. Maintenant, la question, c'est à quel point cette résistance est-elle populaire au sein de la population et bien sûr, à l'intérieur du Parti communiste lui-même. Car ça, il est extrêmement important de le comprendre. La Chine est un pays énorme avec de nombreuses régions et différentes factions politiques qui depuis toujours se partagent le pouvoir à l'intérieur du Parti communiste. Bon, depuis l'arrivée de Xi Jinping, les factions adverses ont été largement purgées des postes d'influence, qui a créé un certain ressentiment dans l'élite chinoise. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, Xi a essentiellement fait retirer les limites de mandat, lui permettant de diriger la Chine pour le reste de sa vie. Évidemment, ça ne fait pas que des heureux. Donc aujourd'hui, alors que Xi multiplie les décisions controversées, qu'il s'entête à maintenir sa politique de Covid-0 malgré les dommages sociaux et économiques, tout ça en consolidant le pouvoir autour de sa personne dans un véritable culte de la personnalité, eh bien, il est fort possible que dans les coulisses, une faction du Parti communiste appuie secrètement le mouvement de résistance afin de déstabiliser ou même remplacer le président. Faut dire que Xi est particulièrement vulnérable dans le contexte actuel, car il s'est présenté comme l'architecte principal de la politique de Covid-0. Il y a 3 ans, une telle position était peut-être avantageuse au plan politique, mais aujourd'hui, alors que la colère monte au sein de la population, le président se retrouve isolé et directement pointé du doigt comme l'unique responsable de l'échec. Il est parfaitement possible qu'un nombre grandissant de ténors du Parti communiste considèrent que Xi Jinping est en train de devenir un problème plutôt qu'une solution. Pour le bien du régime, il faudrait remplacer le leader. Ce genre de raisonnement est extrêmement fréquent dans les régimes totalitaires et historiquement, ce sont souvent les luttes entre factions au sein du pouvoir en place qui facilitent les révolutions, les putschs et les coups d'État. Dans le cas de la Chine, ça peut sembler extrême. Or, il faut comprendre que les mesures anti-Covid sont en train de causer des dommages énormes, non seulement à l'économie, mais aussi au tissu social ainsi qu'au modèle chinois lui-même. Les confinements répétés ont mené un climat d'imprévisibilité, faisant fuir les entreprises étrangères, les expatriés, essentiellement tous ceux qui peuvent partir. Les usines sont fermées pendant des semaines, l'économie ralentit et sans surprise, l'élite économique et industrielle ainsi que les jeunes et les moins jeunes commencent à perdre patience devant l'obstination du régime. Pour la première fois depuis des années, la population sent qu'elle a besoin d'intervenir dans le processus politique afin de corriger le pouvoir en place. C'est absolument gigantesque. En prenant un peu de recul, on réalise qu'on vient carrément d'assister en direct à une modification profonde du contrat social entre le peuple chinois et le Parti communiste. Depuis des années, la population acceptait largement de se tenir en dehors de la vie politique et de laisser le Parti communiste diriger sans opposition de manière à accélérer le développement économique. L'échange était simple. Compétence contre légitimité. Suffisait que le gouvernement soit vu comme compétent et bienveillant pour que la population respecte son autorité. Et en fait, cette entente tacite fonctionnait relativement bien lorsque la Chine traversait une période de croissance absolument sans précédent, que le niveau de vie augmentait à une vitesse effarante et que peu à peu, le gouvernement ouvrait la porte aux libertés individuelles. Or, depuis quelques années, disons simplement que ce portrait est de plus en plus mitigé. La croissance économique ralentit face aux conflits commerciaux alors que les pays du monde sont plus suspicieux que jamais face aux ambitions stratégiques de la Chine. Les portes des grandes universités occidentales se referment pour les étudiants chinois au même moment où le marché immobilier leur devient complètement inaccessible, au bord d'une implosion qui pourrait s'avérer plus grave que la crise des subprimes. Pour ce qui est des libertés individuelles, la situation n'est guère mieux alors que le parti augmente de plus en plus son contrôle sur la vie quotidienne. Les générations précédentes qui ont vu les belles années du Parti communiste, les années de croissance et d'optimisme, tout ça est pour le moins décevant et difficile à accepter. Alors pour les plus jeunes, qui n'ont connu que les régimes de Xi avec sa censure, sa répression, son appareil de surveillance, ses arrestations arbitraires, son obsession pour la loyauté au détriment de la compétence et bien sûr toutes les privations et les contradictions du régime sanitaire, le Parti communiste semble de plus en plus être un tyran. Pour ces jeunes, l'ancien contrat social n'est plus compatible avec la réalité actuelle et clairement le temps est venu de le réécrire afin de rétablir une forme d'équilibre entre la société civile et le gouvernement. Et tout indique que ça fonctionne.
Déjà, le Parti communiste a introduit plusieurs assouplissements aux règles sanitaires dans les régions les plus agitées par les manifestations, de manière à calmer le ressentiment. En soi, c'est un développement considérable. D'une manière, le public chinois vient carrément d'introduire une nouvelle notion au sein des paramètres du contrat social, l'opinion publique. Volontairement ou pas, en répondant aux demandes des manifestants, le gouvernement chinois vient de reconnaître de manière intrinsèque qu'il existe bel et bien une boucle de réaction entre l'opinion publique et les décisions du gouvernement. Soudainement, le peuple chinois réalise qu'il a le pouvoir de changer les choses. Et ça, c'est une boîte de Pandore qui pourrait très bien s'avérer impossible à refermer. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. Chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir été là et c'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous. Un merci particulier à chacun de nos membres exclusifs puisque c'est surtout grâce aux contributions mensuelles du public si nous pouvons produire du contenu de qualité, traiter d'enjeux plus complexes et controversés. Pour devenir membre et profiter en direct d'une revue de presse d'1 heure à chaque semaine, rendez-vous au 7jourssurterre.com/abonnement. Et finalement, si l'affrontement entre les grandes puissances est quelque chose qui vous intéresse, alors n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre partenaire Conflict of Nations. Afin de soutenir la chaîne, il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or ainsi qu'un mois d'abonnement gratuit.